Bonjour, nous vous remercions de votre présence pour ce webinaire En route pour FortPrev 2 que je vais animer en collaboration avec Cécile Clément-Faroud, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur FortPrev 2, donc outils pour la démultiplication. Je suis responsable du service formation à la CARSAT Aquitaine. C'est dans ce service que nous animons des formations pour les entreprises, mais nous avons également un rôle important dans la démultiplication, donc dans l'habilitation INRS CARSAT, puisque nous instruisons, nous animons et nous contrôlons les organismes de formation de notre territoire. C'est dans ce cadre que nous vous avons aujourd'hui pour ce webinaire. Alors moi, je m'appelle Nicole Berthaumieux. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis la chargée des habilitations de la CARSAT Aquitaine et je suis également la référente du dispositif SST. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la version 2 de l'outil FortPrev que l'on utilise déjà depuis de nombreuses années, on va dire, dans le cadre de l'habilitation. Alors, au programme de ce webinaire, nous allons faire un point sur les évolutions et les changements de l'outil. Nous reviendrons sur le calendrier de déploiement. Nous prendrons le temps de vous expliquer votre première connexion à FortPrev 2 que vous devrez réaliser en janvier 2023. On fera une petite navigation dans FortPrev 2. Nous aborderons également le point de l'aide et de l'assistance. Et comme je vous le disais précédemment, nous réserverons un temps pour vos questions et les réponses que nous vous apporterons. Alors, débutons par les évolutions et les changements de FortPrev 2. Alors, FortPrev, c'est quoi? FortPrev, c'est l'outil de gestion des habilitations des entités et d'édition des certificats des stagiaires. Il a été déployé dès 2013 pour les organismes de formation et il a été étendu aux entreprises dès 2015. C'est un outil vieillissant qui nécessitait donc une nouvelle version qui sera disponible. Alors, on n'a pas encore la date précise, ce sera en janvier 2023. Au niveau de l'URL de connexion, elle ne change pas. Il s'agira toujours de FortPrev, www.fortprev.fr. Au niveau du logo et de la charte graphique, on va voir qu'il y a des évolutions qui ont été apportées. Les rôles de chacun seront modifiés et la gestion de l'habilitation sera simplifiée. Bien sûr, nous allons revenir sur chacun de ces points. Alors, comme je vous l'indiquais précédemment, les rôles dans l'outil vont être modifiés et il convient d'intégrer de nouveaux éléments de langage. Alors, vous avez déjà reçu de la part de l'INRS, de mémoire, ça devait être en juin, ces informations, mais je vous les rappelle aujourd'hui pour que dans le cadre de ce webinaire, on parle tous le même langage. Désormais, on parlera de gestionnaire, délégataire et signataire. Le gestionnaire, qui correspond en fait au rôle actuel du CEH, correspondant entité habilitée, sera la personne en charge de la gestion des habilitations pour le compte de l'entité. Le délégataire, quant à lui, correspond au CEA actuel. Le CEA, c'est le correspondant entité associée. Ce sera une personne désignée par le ou les gestionnaires de l'entité comme un relais pour déclarer les sessions de certification pour le compte de l'entité. Enfin, on appellera signataire la personne qui signera la lettre d'engagement. Pour le formateur-formatrice, eh bien, on garde le même intitulé. Récapitulons les changements liés à la nouvelle version de l'outil. Alors, quels sont les changements dans l'habilitation? Tout d'abord, les entités associées disparaissent. Alors, ça fait un moment que la fonctionnalité a été supprimée dans FortPrev, mais désormais, voilà, l'habilitation sera nationale et valable sur l'ensemble du territoire.
Au niveau des pièces justificatives que vous avez l'habitude de nous fournir, telles que programme et déroulé pédagogique, ou alors attestation URSSAF, donc ces pièces justificatives seront dématérialisées dans l'outil. C'est l'entité elle-même qui déposera l'ensemble des documents. Au niveau de la Commission nationale des habilitations, la CNH, elle vous enverra la décision de la commission par mail, donc ce sera un envoi au CEH, ce qui sera plus rapide que par courrier postal comme aujourd'hui. Et ce document, donc la lettre de décision, sera disponible pendant toute la durée de l'habilitation. Alors, quant à l'état d'avancement de la demande, elle sera visible dans l'outil, on le verra ultérieurement, par des points d'étape. Donc, vous saurez exactement où en est l'instruction de votre demande. Au niveau des demandes d'habilitation simultanées, elles seront traitées de façon indépendante, c'est-à-dire qu'on pourra faire partir à la CNH une demande qui aura été instruite un peu plus rapidement qu'une autre. C'est le cas notamment des demandes SST qui sont beaucoup plus rapides à instruire que les demandes PRAP2S ou PRAP-IBC. Alors, quels sont les changements importants dans vos pratiques qu'il faut déjà avoir en tête? Déjà que la demande se déroulera en 2 temps. En premier lieu, il y aura l'instruction administrative, excusez-moi, de votre entité, donc c'est-à-dire l'organisme de formation ou l'entreprise. Et une fois validée par la CARSAT, vous pourrez déposer votre ou vos demandes d'habilitation dans l'outil. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête également? C'est que l'habilitation se clôturera automatiquement à la date de l'échéance. Elle ne sera plus valable après la date de l'échéance. Et pour éviter la clôture, il sera nécessaire donc d'anticiper votre renouvellement le plus tôt possible. Vous pourrez effectuer ce renouvellement jusqu'à 1 an avant la date d'échéance. Des alertes donc via l'outil vous seront envoyées 1 an et 6 mois avant la date butoir. Et enfin, pour éviter de pénaliser les entités qui auront bien anticipé la date de renouvellement, la date de début de leur nouvelle habilitation prendra la suite de la date d'échéance de l'habilitation précédente. Vous ne perdrez pas quelques mois donc si vous anticipez votre renouvellement. Je tiens vraiment à insister sur le fait que l'habilitation se clôturera automatiquement. Il n'y aura plus la fonctionnalité comme aujourd'hui où quand vous cliquez sur renouvellement, ça prolonge indéfiniment votre habilitation jusqu'à ce qu'elle soit instruite, je dirais. Dans FortPrev 2, votre habilitation dure 5 ans. Au bout de 5 ans, elle est clôturée. Au niveau de la certification, quels sont les changements qui vont avoir lieu avec FortPrev 2? Alors désormais, une double validation sera nécessaire pour l'édition des certificats. D'une part, le gestionnaire délégataire d'une entité habilitée et d'autre part, la validation par le formateur certifié. Le formateur, désormais, aura donc un rôle important à jouer dans le processus de certification. Alors, nous y reviendrons dans le processus suivant qui décrit le processus de certification. L'initiation d'une session de certification reste à la main du gestionnaire ou du délégataire. Les gestionnaires ont accès à toutes les sessions qui sont déclarées dans l'habilitation. Par contre, les délégataires ne voient que les sessions qu'ils ont eux-mêmes déclarées. Le délai qu'on connaît actuellement de déclaration d'une session au moins 15 jours avant la réalisation d'une session sera supprimé. Désormais, alors à condition que l'habilitation soit valide, une session pourra être saisie 3 mois avant la date de début de session ou alors 1 mois après la date de session. Alors, dans vos pratiques, qu'est-ce qui va changer? D'abord,
le fait que, c'est très important, les sessions de certification seront supprimées de l'outil 15 jours après la génération des certificats. Il n'y aura pas d'historique, donc pas d'édition de duplicata possible. Il ne sera pas possible de délivrer de duplicata des certificats donc pour les acteurs, ce qu'on appelle le niveau 1. Dans vos pratiques, il sera donc sans doute souhaitable d'enregistrer les certificats, les planches de certificats dans vos archives. Comme ça, si un acteur revient vers vous, vous aurez la possibilité, par le biais de vos archives, d'éditer de nouveau un certificat, d'éditer le duplicata, mais par l'outil, ce ne sera pas possible. Par contre, les certificats des formateurs, formatrices, donc les niveaux 2, auront leur certificat donc disponible sur leur compte formateur dans FortPrev 2 pendant toute la durée de validité de leur certificat. Ensuite, il sera également indispensable d'avoir la preuve du prérequis, alors carte ou attestation de formation, pour inscrire des acteurs niveau 1 sur des Mac. Alors, revenons au processus de certification. Je vous ai dit, il change dans FortPrev 2. Désormais, il sera indispensable de réunir deux conditions. D'une part, l'habilitation donc de l'entité devra être valide à la date de la certification. Et en plus, le formateur qui aura donc animé la formation devra être à jour de sa qualification à la date de la certification. Comment se déroulera la certification? Alors, dans le schéma que vous avez sur votre écran, contact entité correspond au gestionnaire ou au délégataire, donc ceux qui créent les sessions. Dans le processus, désormais, on notera 3 étapes. La première étape, le contact entité, donc le délégataire ou le gestionnaire, va initier le processus en créant la session. Pour cela, il va saisir les informations nécessaires donc à la création de cette session, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez déjà l'habitude de saisir, comme le lieu de formation, l'identité des stagiaires et également le choix d'un formateur. Deuxième étape, donc en début de session, le formateur vérifiera donc les informations qui sont saisies dans l'outil. Et si des corrections sont nécessaires, il devra faire un retour dans l'outil au contact de l'entité. Et c'est le contact de l'entité qui corrigera les informations de la session pour remettre à disposition la session, donc la remettre à la disposition du formateur. À la fin de la session, le formateur indiquera les stagiaires en réussite, donc ceux qui auront validé les épreuves certificatives, et il remettra donc à disposition du contact de l'entité la session où les résultats des épreuves auront été renseignés. Le contact de l'entité vérifiera les informations. Alors, par exemple, que le formateur n'a pas oublié d'indiquer un stagiaire en réussite, donc par le biais des attestations de présence et des feuilles certificatives. Et ensuite, si les informations renseignées sont correctes, le contact entité clôturera la session et pourra, dans ce cas-là, éditer les certificats. Alors, la participation active des formateurs à la génération des certificats est l'une des grandes nouveautés de FortPrev 2. Ça peut paraître un petit peu compliqué par le biais de cette slide, mais en fait, c'est un nouveau rôle du formateur qui lui est attribué afin de mieux maîtriser le processus de certification, de mieux maîtriser également la qualité de ce processus et en plus d'éviter les usurpations de compte des formateurs, formatrices. Les changements pour le formateur, avec FortPrev 2, les formateurs ne seront plus rattachés à une entité
ou plusieurs entités dans l'outil. Il faut bien noter que c'est la fin du référencement. Actuellement, il pouvait arriver que des formateurs n'aient plus leur certificat à jour et qu'on nous demande de prolonger la durée de référencement pour que ces formateurs puissent animer une ou plusieurs sessions de formation. Ce ne sera plus possible. Les dates d'échéance des certificats de formateurs, comme pour l'habilitation, seront vraiment fixes. Les changements pour le formateur, c'est également la validation systématique de toutes les sessions de formation et donc des certifications. On l'a vu précédemment. Et comme on l'a vu précédemment, ça permettra d'éviter les usurpations de comptes. Alors, comme je vous l'ai dit, les formateurs, pour animer une session de formation, devront être à jour de leur certificat de formateur. Il sera donc important d'anticiper son MAC au même titre que les entités devront anticiper leur renouvellement. Ce sera pareil pour le formateur et la date de début de validité du nouveau certificat sera calculée à partir de la date de fin du certificat précédent. Tout ça pour ne pas pénaliser les formateurs qui auront bien anticipé leur session MAC. Et enfin, le formateur perdra son compte s'il n'y a pas de continuité dans les certifications. C'est la suite logique du fait que le certificat arrivant à échéance, son compte est clôturé. Passons désormais au calendrier de déploiement dans FortPrev 2. Alors, ce calendrier de déploiement ne concerne, je dirais, que 2022, mais évidemment, les équipes informatiques travaillent depuis de très nombreux mois sur le nouvel outil. L'avancée du projet a eu des effets visibles sur FortPrev au cours du deuxième semestre 2022 pour nous. Déjà, le 15 juillet, il y a eu la désactivation de la possibilité de renouveler votre ou vos habilitations qui arrivaient à échéance au cours du deuxième semestre 2022. Depuis le 1er novembre, les demandes initiales et supplémentaires ne sont plus possibles. Quant à FortPrev 2, il sera désactivé donc fin décembre et depuis une dizaine de jours, on connaît la date précise, ce sera le 20 décembre. Alors, ensuite, dans le calendrier, vous voyez que la bascule des données se fera donc fin décembre, entre fin décembre et début janvier. Et là, il est vraiment important de noter que cette bascule des données se fera sans reprise des sessions de formation qui auront eu lieu jusqu'au 20 décembre 2022. Ce qui veut dire qu'il est donc impératif de clôturer et d'éditer les certificats des sessions qui se seront déroulés jusqu'au 20 décembre 2022 avant la bascule des données, avant même le 20 décembre. Parce que comme il n'y aura pas de reprise des données, vous ne pourrez pas récupérer vos informations, vous ne pourrez pas récupérer les certificats des stagiaires. Alors, ce qui est important aussi, c'est de bien vous rendre compte qu'il n'y aura pas de reprise des données, donc des reprises de données antérieures, mais également toutes les sessions que vous pourriez avoir déjà saisies pour 2023, elles ne seront pas reprises dans FortPrev 2. Donc, il est inutile d'anticiper, je dirais, l'enregistrement de vos sessions pour 2023, puisqu'il faudra les recréer dans le nouvel outil. Enfin, en janvier 2023, nous n'avons pas la date précise à ce jour, il y aura la mise en ligne de FortPrev 2. Alors, comme vous ne pouvez pas effectuer actuellement les renouvellements de vos habilitations qui vont arriver à échéance entre janvier et mai 2023, l'INRS a prolongé
les habilitations. Il y a eu une prolongation automatique de 9 mois pour les habilitations dont l'échéance est prévue entre janvier et mars 2023 et une prolongation de 4 mois pour les habilitations dont l'échéance est prévue entre avril et mai 2023. Ce qui veut dire que dès l'ouverture de Fort-Prèves, donc dans le courant de janvier 2023, je vous invite à effectuer vos demandes de renouvellement sans tarder. Nous allons maintenant voir la première connexion que vous allez devoir effectuer en janvier dès l'ouverture de Fort-Prèves 2. Alors que vous allez devoir effectuer quel que soit votre rôle dans l'outil. Alors, en premier lieu, donc c'est identifié par le petit 1. La première connexion que vous devrez faire concernera l'initialisation de votre mot de passe. Alors, c'est une action obligatoire qui sera réalisée, comme je vous le disais, quel que soit le type de votre profil, gestionnaire, délégataire ou formateur. Alors, pour initialiser votre mot de passe, il faudra donc renseigner votre email ou le numéro Fort-Prèves si vous l'avez en tête et cliquer sur mot de passe oublié. Donc, en cliquant sur mot de passe oublié, vous recevrez un mail qui contiendra un lien pour définir votre nouveau mot de passe. Et vous serez donc autorisé à utiliser Fort-Prèves 2. En deuxième action, il vous sera demandé de choisir, alors de choisir ou pas, les notifications que vous recevrez par mail. En premier lieu, il faudra choisir si vous souhaitez d'être averti des alertes. Alors, dans quel cas vous pourrez recevoir une alerte? C'est dans le cas où vous recevrez un mail concernant l'échéance d'une habilitation ou d'un certificat. Je vous ai dit, ce sont des mails que vous recevrez 1 an et 6 mois avant la date d'échéance. Je vous conseille de cocher cette case parce que 5 ans, 3 ans, c'est long et vous serez ainsi assuré de ne pas rater votre renouvellement. Ensuite, vous pourrez choisir de cocher notification. Alors, notification, ça concerne lorsque vous aurez une tâche à effectuer dans l'outil, puisque désormais, tout se passera dans Fort-Prèves 2. Si nous avons un retour à vous formuler concernant un programme qu'il faudrait modifier, c'est par le biais de l'outil que nous vous ferons ce retour et vous serez averti par mail que vous avez donc une tâche à effectuer dans Fort-Prèves 2. Donc, il est intéressant, selon moi, de cocher cette case justement pour éviter d'aller régulièrement dans Fort-Prèves, voir où en est l'avancée de votre dossier. Et ensuite, messages ciblés, ce sont des messages que vous recevrez donc selon votre rôle. C'est le réseau qui sera amené à communiquer donc sur les différents dispositifs ou sur l'outil en fonction de votre rôle. Enfin, pour les formateurs, ce sera donc une action par contre obligatoire. Il faudra choisir la caisse de rattachement pour recevoir les communications de la caisse en question. Alors, je pense par exemple aux invitations à des animations ou à des webinaires. Donc là, sachant que les formateurs ne seront plus rattachés à des entités ou à des entités, c'est-à-dire organismes de formation ou entreprises, le formateur a le choix de choisir donc la caisse de rattachement qui l'intéresse le plus. C'est-à-dire que les formateurs de la CARSAT Aquitaine ne sont pas forcément obligés de choisir la CARSAT Aquitaine pour recevoir donc les communications de la caisse qui les intéresse. Les modifications de ces choix seront bien sûr modifiables à tout moment dans les données personnelles.
Pour être reconnu dans FortPrev 2, il faut dès aujourd'hui vérifier que vos données personnelles dans l'outil sont bien à jour. Alors, ça fait un moment qu'il y a des messages d'alerte dans l'outil FortPrev. Je reprends ces messages d'alerte pour vous rappeler que le mail de contact deviendra un identifiant de connexion dans FortPrev 2, ce qui veut dire qu'il doit être personnel et unique dans la base. S'il y a des doublons dans l'outil, il faut absolument contacter donc, et signaler votre situation auprès de l'équipe informatique FortPrev. Vous avez l'adresse qui s'affiche sur l'écran, contact@fortprev.fr. Et voilà, il faut absolument que tous les doublons soient résolus avant la clôture de FortPrev pour qu'il n'y ait pas de bug et pas de difficulté pour vous à vous connecter très rapidement dans l'outil dès janvier 2023. Présentons désormais le nouvel outil, donc FortPrev 2, qui nous réunit aujourd'hui. Alors, au niveau de la charte graphique, vous avez en haut de la slide un écran FortPrev tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire dans des tonalités bleues, orangées, des petites coches partout. Et en bas de la slide, vous avez, je dirais en avant-première, un écran de FortPrev 2 où vous pouvez voir que la charte graphique est modernisée, simplifiée, on va dire épurée, et désormais, nous naviguerons dans des tonalités grises et orangées. Alors, pour la création d'un compte entité, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y aura 2 étapes, c'est-à-dire que la première étape, il faudra d'abord créer l'entité et ensuite, une fois que cette entité sera instruite et validée par la caisse instructrice, vous pourrez bien évidemment faire vos demandes d'habilitation. Alors, concernant la création d'un compte entité, voici l'écran que vous aurez à compléter. Vous devrez saisir les informations administratives que vous avez déjà l'habitude de saisir, à savoir la raison sociale, le régime, le SIRET, l'adresse. Et avant de cliquer sur Suivant, en bas à droite, vous avez la petite flèche orange, il sera nécessaire de déposer votre attestation de vigilance URSSAF. Ce sera à vous de l'enregistrer dans le système. Donc, une fois que tout sera complété, vous cliquez donc sur Suivant et vous arrivez sur les informations du signataire de la lettre d'engagement, à savoir le nom, le prénom et la fonction. Si les écrans sont complétés, vous pourrez alors soumettre votre demande de création d'un compte et la demande sera ainsi envoyée à la caisse instructrice. Alors, la caisse instructrice sera définie par le code postal de l'adresse que vous aurez renseignée sur l'écran précédent. Une fois la demande de création envoyée, la demande devient visible sur votre compte. Dans un premier tableau, la partie administrative, donc c'est le tableau du haut, est en cours de validation par la caisse instructrice. Donc, c'est une étape obligatoire, je le rappelle, avant de formuler votre demande d'habilitation. Et il faut attendre que la demande soit instruite, terminée, validée, pour faire votre demande d'habilitation. Et dans le second tableau, vous pouvez voir que votre dossier administratif a été validé par la caisse instructrice. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez effectuer votre ou vos demandes d'habilitation. Alors bien sûr, ça c'est une étape à faire, je dirais, qu'une seule fois, parce qu'ensuite votre compte sera, je dirais, hem, validé, instruit et vous n'aurez plus qu'à formuler vos demandes d'habilitation. Alors cet écran un peu général,
nous permet de vous montrer les principes de la présentation dans l'outil. La navigation se fera par onglet. Donc, vous pouvez voir les 3 onglets qui correspondent à Information, Entité et Pédagogique. Dans l'onglet Information, vous avez les différentes étapes d'avancement de l'instruction, c'est-à-dire dossier administratif, instruction en cours et décision CNH. Ce sont sur ces différentes étapes que vous pourrez voir où en est l'avancée de votre dossier. L'onglet Entité résume les données administratives de l'entité validée par la caisse instructrice. Et enfin, l'onglet Pédagogique est celui qui vous intéressera particulièrement, puisque c'est en cliquant sur cet onglet que vous pourrez donc renseigner et faire votre demande d'habilitation. Donc, on va voir comment on fait une demande d'habilitation dans cet onglet, dans cette slide suivante. Alors, je vais vous présenter ici la formulation d'une demande d'habilitation pour un dispositif avec uniquement des éléments pédagogiques. On a pris l'exemple de TRAP2S. Tout d'abord, vous devrez choisir le menu, le dispositif et le niveau dans les listes déroulantes qui sont en haut de votre écran. N'apparaîtront que les dispositifs pour lesquels vous n'avez pas encore d'habilitation. La lettre d'engagement sera disponible en téléchargement, donc il faudra la télécharger, la faire signer par le signataire et une fois signée, alors ça s'appelle uploader, vous l'enregistrerez dans votre demande. Au niveau des justificatifs pédagogiques, alors je dirais rien ne change. Pour savoir quels sont les justificatifs pédagogiques qui sont nécessaires pour formuler une demande, vous vous référerez bien sûr à la liste contenue dans le cahier des charges de chaque dispositif. Mais si vous avez besoin, vous pourrez cliquer sur le petit point d'interrogation à côté de justificatifs pédagogiques et vous aurez donc la liste. Cette liste est actualisée par l'équipe ForPrev qui paramètre donc cette liste en fonction des évolutions des cahiers des charges. Donc, vous enregistrerez vous-même vos programmes formation initiale et MAC et vos déroulés pédagogiques formation initiale et MAC sur cet écran-là. On a pris l'exemple d'un autre dispositif où là, on demande des justificatifs pédagogiques, mais également des justificatifs techniques, par exemple les plateformes. Alors, dans cet écran de présentation, on a choisi le dispositif KATEK, mais on aurait pu prendre également échafaudage roulant ou échafaudage de pied. Vous déposerez les documents techniques obligatoires, puis vous compléterez les rubriques qui concernent les plateformes. Alors, il est important de noter que des plateformes pourront être ajoutées donc, dans cet onglet, dans cet écran-là, durant toute la durée de l'habilitation. Alors, une fois votre demande d'habilitation soumise, elle sera donc instruite en CARSAT. Elle sera d'abord au statut à traiter, donc c'est dans le tableau du haut. Et ensuite, elle passera au statut en cours. Donc, vous pourrez visualiser l'état d'avancement en cours, phase 1, c'est ce qui est dans notre exemple. Et votre demande, lorsqu'on aura peut-être fait des retours et qu'on aura transmis votre demande à l'INRS, passera en commission, en CNH, et dans ce cas-là, un mail contenant la lettre de décision sera envoyé à tous les gestionnaires déclarés sur l'entité. C'est une lettre donc, que vous recevrez par mail, mais qui sera également téléchargeable pendant toute la durée de vie de l'habilitation dans le menu habilitation générale que vous avez sur votre écran. Donc, dans ce cas-là, dans notre exemple, votre entité est désormais habilitée et l'habilitation est active. La durée de l'habilitation ne change pas,
elle est toujours de 5 ans et je vous alerte de nouveau sur le fait qu'à la date d'échéance, elle se clôture automatiquement et qu'il faut anticiper le renouvellement. Alors bien entendu, en 1 heure, il est difficile de vous présenter, l'ensemble des modes, opératoires pour utiliser, le nouvel outil. Nous allons donc, vous montrer, les précisions, vous rappeler les informations à avoir en tête pour vous aider donc en cas de besoin, lorsque vous allez prendre en main FortPrev 2. L'outil prévoit une rubrique qui s'appelle «Aide et assistance». Elle sera, accessible dans le menu à gauche de l'outil, donc un petit onglet, grisé. Dans cette aide et assistance, vous aurez accès à la foire aux questions. Alors c'est une foire aux questions qui a été complètement, actualisée par rapport à la version actuelle, où il y avait des questions qui n'avaient plus lieu d'être et des nouvelles ont été rajoutées. Également à votre disposition, des manuels qui seront, disponibles en fonction de votre profil de connexion, donc du rôle, de votre rôle. Vous pourrez également, contacter le service d'assistance de l'outil. Tout à l'heure, on a déjà vu l'adresse, il s'agit de contact@fortprev.fr. Enfin, à la CARSAT Aquitaine, nous resterons joignables sur l'adresse générique formation.prévention@carsat-aquitaine.fr. Nous arrivons au terme de cette présentation, alors certes qui était rapide parce que nous n'avons pas beaucoup d'écrans de présentation à vous présenter. C'est pour cela aussi qu'on n'a pas pu vous faire un mode opératoire, vous présenter toutes les différentes étapes. Mais en tout cas, on voulait voilà, vous présenter les écrans que vous allez découvrir en janvier 2023. Cécile a dû répondre à de nombreuses questions et il en reste sûrement quelques-unes que nous allons pouvoir voir ensemble. Alors, tout à fait. Je regroupe un peu les questions parce que c'était sur plusieurs thématiques. Il y avait des inquiétudes pour les sessions de formation qui se passeraient autour de Noël, c'est-à-dire après le 20 décembre et avant l'ouverture de FortPrev 2. Est-ce que ces sessions, donc on comprend bien que ce n'est pas nécessaire de les créer sur FortPrev 1 parce qu'il n'y aura pas de reprise de données, mais que doivent faire du coup les organismes de formation, les entités pour ces sessions entre le 20 décembre et début janvier? Alors ça, c'est une question, pour laquelle, nous n'avons pas une réponse, je dirais, officielle de l'INRS, mais, moi, il me semblerait, peut-être judicieux d'attendre l'ouverture de FortPrev 2 pour pouvoir, donc, enregistrer une session, alors, je dirais, a posteriori avec, peut-être même une date, qui serait pas la date réelle et puis, essayer de le faire le plus rapidement possible à l'ouverture de FortPrev 2 pour pouvoir, déclarer la session parce que vous ne pouvez pas enfin, vous pourriez l'anticiper dans FortPrev, mais vous ne pouvez pas anticiper les résultats des certifications, des épreuves certificatives. Donc automatiquement, il vaut mieux attendre, janvier 2023 pour régulariser la situation, de vos stagiaires. En tout cas, il y aura une solution. Enfin, en tout cas, ce cas sera prévu par l'INRS pour ces sessions qui Oui. tomberont au moment de la bascule, on va dire, des données. On a eu aussi plusieurs questions sur des entreprises, je pense, ou des petits organismes de formation pour laquelle c'est la même personne qui est à la fois le gestionnaire et le formateur. Est-ce qu'ils auront un profil qui est commun ou est-ce qu'il faudra donc 2 profils et 2 identifiants? Alors, il faudra vraiment avoir 2 profils et 2 identifiants. Alors soit, 2 identifiants par le biais, du numéro FortPrev, qui est pas le même déjà dans FortPrev, ou alors 2 adresses mail différentes. Une, que vous utiliserez en tant que CEH et une que vous utiliserez en tant que formateur. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il est peut-être plus facile d'utiliser, le numéro FortPrev
pour éviter toute confusion. En tout cas, il est bien certain que dans FortPrev 2, il faudra se connecter en fonction de son identifiant par rapport au rôle que l'on veut jouer dans FortPrev 2 au moment où on veut l'alimenter. Alors, on a aussi des questions donc, qui ont été plus ou moins répondues sur la fin, sur l'existence de tutoriels, de documents qui permettraient de guider l'utilisateur pas à pas. Est-ce que c'est bien prévu? Oui, alors dans aide, dans cet onglet aide et assistance, donc vous aurez donc, comme je vous l'ai dit, des manuels d'utilisation qui seront donc en fonction du rôle et que vous avez choisi. Donc, si vous vous connectez en tant que formateur, vous aurez accès à ce moment-là qu'au manuel formateur dans FortPrev 2. Alors nous, on n'a pas encore eu accès à ces manuels, à ces modes opératoires, mais tout est prévu en tout cas pour que vous puissiez ensuite, un peu comme aujourd'hui, il y a vraiment des tutoriels qui existent dans FortPrev et qui sont bien faits, qui permettent d'aller pas à pas pour initier une démarche, pour initier une demande initiale de renouvellement, créer des sessions de formation. Ce sera la même chose avec FortPrev 2. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez aussi poser une question à l'oral, hein, de lever la main, on pourrait évidemment vous donner la parole. Je continue un peu sur les questions qui étaient sur le chat. Il y avait une question par rapport au renouvellement. On a vu lors de la présentation comment créer une identité, comment faire sa demande d'habilitation, mais lorsqu'on est déjà organisme de formation et qu'on dépose et qu'on demande le renouvellement, est-ce qu'il y a besoin de refaire toutes les démarches administratives qu'on a vues pour la création de l'entité? Alors, il y aura, alors ce sera simplifié, je dirais, parce que votre compte sera déjà créé. Mais par contre, lors d'un renouvellement, il faudra de nouveau fournir l'attestation de vigilance et puis vérifier que les informations sont toujours les bonnes, l'adresse, que le SIRET est également le bon. Et il y aura de nouveau, même en cas de renouvellement, une instruction par la caisse, donc pour nous, dans notre cas, par la CARSAT Aquitaine, pour justement éviter ce que l'on a vu là, surtout l'année dernière, puisqu'on a fait la chasse aux sirettes qui n'étaient plus d'actualité. Donc ça permettra cette instruction, je dirais, obligatoire de l'entité de vérifier que le SIRET est bien à jour. Alors pour vous, ça sera déjà enregistré, mais il faudra quand même vérifier. Il faudra de nouveau télécharger une notification d'URSSAF à jour et la CARSAT instructrice validera de nouveau cette opération. On a eu aussi des questions sur les délais. Avant, il était nécessaire de déclarer la session au minimum 15 jours avant son ouverture. Il y en avait également un mois après la session pour l'ouvrir. Ces délais sont donc modifiés. Oui, désormais, ce sera 3 mois avant, donc a posteriori, ou 1 mois après la date de session. Ce qui peut résoudre le problème pour les sessions de début janvier notamment. Oui, On a du coup cette possibilité de déclaration un mois après la réalisation pour ouvrir l'édition des certificats. sauf que là, pour janvier, ce sera un petit peu particulier parce que je ne sais pas si l'outil acceptera que vous indiquiez que votre session, par exemple, vous l'avez fait le 28 décembre. Je ne sais pas si au niveau des… ça rentrera, je dirais, dans les paramètres de FortPrev 2 ou si FortPrev 2, comme il n'y aura pas de reprise des données de 2022, n'acceptera pas cette date. Donc, vous pourrez toujours essayer de renseigner une date à fin décembre 2022. Et si l'outil vous refuse cet enregistrement, dans ce cas-là, vous proposerez une date le 3 janvier ou le 4 janvier. Alors, on a plusieurs questions sur le profil, hein. Ça soulève pas mal d'inquiétudes, le fait d'avoir un profil formateur et un profil gestionnaire, notamment ce fameux mail qui est souvent commun sur un même profil. Alors ça, je pense qu'on reposera peut-être la question à l'INRS pour être au clair là-dessus. On a des questions aussi sur la validation par le formateur des sessions
des sessions de formation, comment est-ce que le formateur sera au courant qu'il doit aller sur FortRef 2 pour valider la réussite des stagiaires? Aura-t-il une notification ou est-ce que ça se fera en interne via l'organisme de formation? Alors c'est une très bonne question, à vrai dire. Je pense, mais alors là, je le dis sous toute réserve et on vous apportera donc une réponse, officielle. Je pense que le formateur sera alerté, donc par le biais des notifications, qu'il a une session, en attente, dans son portefeuille, on va dire. Parce que comme vous l'avez compris, les formateurs ne seront plus, référencés par un organisme de formation. C'est-à-dire que l'organisme de formation pourra travailler, pourra choisir, comment dire? L'un des formateurs qui apparaît dans la base de FortPrev 2. Donc, n'importe lequel entre guillemets. Donc il faudra bien que ce formateur soit averti que, il a une session, alors même si, je suis certain que vous échangez, entre vous, il n'y a pas de souci. Mais, je pense et j'espère que s'il y aura une notification qui sera, donc transmise par mail au formateur. Et inversement, quand nous, on fera des retours, on vous fera des retours, dans le cadre de vos programmes ou de déroulés, vous recevrez une notification par mail, comme quoi, qui vous indiquera qu'il faut aller vous connecter dans l'outil parce que vous avez une tâche à effectuer. Et selon moi, mais comme je vous le dis, c'est vraiment sous toute réserve, le formateur aura donc une notification ou le gestionnaire s'il y a, comme ça des retours sur, les sessions de formation qu'il faut corriger, modifier, rajouter un stagiaire, en enlever un. Donc ce sera par les mails et c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire attention aux mails qu'on utilise actuellement déjà dans FortPrev et de savoir que le mail sera vraiment un identifiant et quel que soit le rôle, permettra d'avoir les informations des tâches qui se passent dans FortPrev. Alors, on a des questions aussi par rapport à la bascule de FortPrev 1 à FortPrev 2. Est-ce que l'habilitation est bien conservée ou est-ce qu'il faut redéposer toute une demande, y compris donc la lettre URSSAF, etc. Alors, pour les habilitations qui sont en cours, normalement, et on croise les doigts, tout va bien se passer et tout va être repris dans FortPrev 2. Vous n'aurez pas redéposé votre attestation de vigilance URSSAF, par Non, exemple. non. C'est uniquement si vous créez, si vous demandez une habilitation. Voilà. Là, pour l'instant, ceux qui sont les organismes de formation et les entreprises qui sont déjà habilités et dont l'habilitation court jusqu'en 2023, 24, 25, ça va basculer et vous n'aurez, je dirais, rien à faire sauf à vous connecter pour être reconnu comme utilisateur de FortPrev 2. Mais ensuite, au niveau de l'habilitation, eh ben, elle va continuer à vivre. Alors, je vous rappelle par contre que vous n'aurez plus vos sessions de 2022 ou 2021 en historique, hein. Donc, ce sera une habilitation toute propre qui apparaîtra dans FortPrev 2, mais vous n'aurez absolument rien à télécharger puisque vous l'avez déjà fait dans le cadre de votre demande d'habilitation. C'est lors du renouvellement, par contre, qu'il faudra de nouveau saisir votre attestation URSSAF et tous les autres documents pédagogiques. Alors, toujours sur ce rôle de formateur, du coup, les participants s'interrogent sur le fait que les formateurs ne sont plus rattachés à une entité, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de travailler en partenariat avec n'importe quel formateur. Avec n'importe quelle entreprise ou Oui, enfin, entité, oui, oui. tout à fait. Oui, ce sera, hem, une base de formateurs dans FortPrev et l'entreprise qui souhaitera, créer une session piochera donc le formateur dans cette base de données et il y aura plus de référencement en tout cas. Alors, encore une dernière question sur les délais pour les sessions. Donc, on a vu que on pouvait ouvrir une session un mois après sa réalisation, ce qui ne change pas sa date de réalisation. Par contre, est-ce qu'il y a un fameux délai de clôture comme il y avait sur FortPrev 1? Hem
où il fallait forcément clôturer après une certaine date de réalisation. Alors là, il y a une subtilité, parce que la session donc sera supprimée 15 jours donc après que vous ayez édité les certificats. Mais est-ce que si vous ne clôturez pas, de toute façon, pour éditer les certificats, il faut avoir clôturé la session. Oui, c'est la... Donc, c'est la base déjà dans FortPrev. Donc, ça sera la même chose dans FortPrev 2. Et donc, pour éditer les certificats, vous serez obligé de clôturer votre session. Et par contre, de nouveau, j'attire votre attention sur le fait que la session, une fois qu'elle sera clôturée, sera supprimée 15 jours après. Donc, il ne faudra pas tarder à télécharger et à enregistrer les certificats pour ne pas les perdre. Alors, vous avez eu beaucoup de questions, on en répond à certaines. Pas d'inquiétude, nous notons vos questions et nous ferons comme le précédent webinaire, nous enverrons des réponses à toutes les questions via un document que nous vous enverrons. Juste, ça permet quand même d'avoir une dernière question parce que c'est important. Il y a actuellement des demandes d'habilitation qui sont en cours. Qui sont en cours d'instruction, qui sont dans le tuyau pour passer en commission. Qu'en est-il de ces demandes? Est-ce qu'il faudra tout recommencer en janvier ou est-ce que ça se fera quand même? Ah non, Cécile. Non, non, non. Alors, il y en a pas beaucoup qui sont en attente. Celles qui sont en attente, il y en a certaines qui vont être, je dirais, en phase de passage en CNH avant la bascule, et d'autres qui vont basculer, je dirais, et que je retrouverai tranquillement en janvier pour continuer l'instruction. FortPrev nous a averti qu'il risquait d'y avoir un bug pour les demandes qui sont en renouvellement et pour lesquelles voilà, ils ont peur lors de la bascule qu'on ne retrouve plus ces demandes de renouvellement donc dans FortPrev 2. Donc on nous a demandé d'effectuer une manipulation dans l'outil. Donc, c'est le cas. On a très peu, finalement, en cette fin d'année, de demandes en renouvellement, puisque les renouvellements ont été supprimés depuis, la possibilité d'effectuer les renouvellements a été supprimée depuis le 15 juillet. Donc, ça veut dire que toutes les demandes de renouvellement qu'on a dû traiter, il y en a eu beaucoup, puisqu'on a incité les organismes de formation et les entreprises qui pouvaient faire leur renouvellement, donc à le faire, je dirais, plutôt vers l'été, et on a déjà traité ces demandes de renouvellement. Là, actuellement, on a un organisme de formation, pour être tout à fait transparent avec vous, qui est en cours de renouvellement, et on a fait le nécessaire donc, dans l'outil pour que tout bascule et qu'en janvier, moi, je récupère cette demande si on n'a pas eu le temps de la finaliser avant le 20 décembre. Mais tout a été prévu pour qu'il n'y ait pas de soucis et de bugs avec ces demandes qui sont, je dirais, en cours. Donc rassurez-vous, tout ce que vous avez fait actuellement n'aura pas à être refait en janvier. C'est en cours. Je pense que FortPrev 2, enfin l'équipe FortPrev a tout prévu pour éviter au maximum les bugs. En tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas parce que FortPrev 2 arrive que ça change le processus d'habilitation. Les pièces qu'on vous demande pour le renouvellement étaient déjà les pièces qu'on vous demandait pour le renouvellement. Les pièces qu'on vous demande pour l'habilitation initiale sont les mêmes que celles qu'on vous demandait pour l'habilitation initiale. Ce sont par contre essentiellement les profils qui vont changer avec ce nouveau profil de formateur qui valide les participants, qui en effet vous génère de l'inquiétude. Je le vois dans les questions du chat. Donc effectivement, on n'a pas forcément pu répondre à tout, mais en tout cas, on va faire, suite à ce webinaire, un document de questions-réponses pour être le plus précis possible. Avant de clôturer cette session, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à l'oral? Éventuellement, on peut ouvrir les micros à ceux qui souhaitent s'exprimer sur l'usage prochain de ce nouvel outil.
Ça veut certainement dire qu'on a été très clair. Voilà, bon, il y a... Mais avec simplement les éléments que nous avons à disposition actuellement, parce que nous allons bien sûr avoir d'autres informations dans le courant du mois de décembre. Donc, c'est pour ça que nous pourrons peut-être être plus précises dans les réponses qu'on va vous apporter par mail. Ensuite, voilà, il faut pas hésiter à conserver l'adresse mail que je vous ai donnée donc dans le courant du webinaire pour nous adresser donc peut-être vos interrogations, vos questions. Euh, nous sommes relativement confiantes. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de stock à la CARSAT Aquitaine dans des demandes en cours de renouvellement ou des demandes initiales qui n'ont pas encore été instruites jusqu'au bout. Tout devrait correctement se passer. Voilà, la seule vraiment modification à avoir en tête, c'est cette histoire de clôture des certificats et des habilitations à la date d'échéance. Le fait que le formateur, il y a un nouveau processus pour la certification qui va sûrement être un petit peu compliqué enfin peut-être pas compliqué, mais à mettre en œuvre dans votre organisation. Euh, Ensuite, c'est simplement voilà, l'outil qui change. Au niveau de l'habilitation, comme le disait Cécile, il n'y a absolument rien qui change. On gardera les mêmes relations pour vous accompagner toujours au mieux pour que vous ayez des dossiers qui passent en CNH en espérant le maximum d'avis favorables. Tout ça, ça ne change pas. Stéphanie Bouffier, donc la référente PRAP 2S, PRAP IBC, sera là pour vous accompagner, euh, pour vous faire des retours et pour vous conseiller. Nous également, en tant que référente, nous sommes là pour vous aider à améliorer vos programmes et vos déroulés si nécessaire. Donc tout ça, l'habilitation, le processus en lui-même ne change pas. C'est l'outil qu'il va falloir s'approprier dès janvier-février. Ça risque d'être un petit peu compliqué dans la prise en main de ce nouvel outil, puisque FortPrev, ça faisait longtemps qu'on l'utilisait, donc on le connaît par cœur. Mais je ne doute pas qu'on va y arriver. Et vous avez voilà, des informations. Dans l'outil, vous pourrez vous débrouiller aussi tout seul. Et puis, nous serons là pour vous aider et vous accompagner au mieux. Et avant de se quitter, avant que vous déconnectiez, nous avons du coup à la fois mis dans le chat et sur ce diaporama le lien vers le questionnaire de satisfaction pour vous faire remonter voilà, votre avis sur cette opération d'animation et vos éventuelles idées pour la suite. Alors pour l'instant, nous n'avons pas prévu de webinaire complémentaire sur FortPrev 2, donc complémentaire à celui d'aujourd'hui, mais en fonction de comment ça se passe en début d'année, des informations, ben, on se réserve aussi peut-être le droit de vous proposer une autre session, peut-être un petit peu plus pratico-pratique sur l'outil. Donc, à voir en fonction de comment ça se passe en début d'année. Ok, alors juste, monsieur Lasserre, excusez-moi, j'ai pas répondu à une question. Est-ce que vous pouvez la dire à l'oral parce qu'elle a dû m'échapper dans tout le fil des questions. Dans cette dernière remarque, un FortPrev 2, c'est bien en janvier que ça va arriver, hein, c'est pas en février. Hein, donc, vos sessions de janvier seront bien réalisées sur FortPrev 2. Ah, monsieur Lassalle. On va vous ouvrir le micro. Oui, en attendant que Monsieur Lasserre prenne la parole, on n'a pas la date précise, mais voilà, FortPrev 2 doit arriver dans le courant du mois de janvier 2023. Donc, toutes les sessions de janvier seront à régulariser dans le nouvel outil. Ah, ok, oui. L'attestation de suivi de ce webinaire. Alors, nous vous invitons, pour ceux qui suivent pour ceux qui veulent une attestation de présence à ce webinaire, à nous envoyer un mail sur l'adresse mail formation.prévention@CARSAT-Aquitaine. On va vous remettre le mail dans le chat.
Je sais que c'est un point important pour votre suivi Calliope. Voici. Il nous reste donc à clôturer ce webinaire en vous remerciant de votre présence à tous et des questions que vous avez pu poser. Et nous restons du coup à votre disposition lorsque la bascule se fera et lorsque WebForPref 2 sera en route. Au revoir à tous. Au revoir Cécile, au revoir.